TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres du journal. Un nouveau cadre de coopération lie désormais le Togo au système des Nations Unies. Il renforce ainsi l'intervention de ce partenaire clé du Togo dans plusieurs secteurs de développement. À découvrir dans ce journal. Et dans le domaine de la santé, le Fonds mondial veut soutenir le Togo un peu plus dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Mais avant cela, le pays doit constituer un dossier de demande de partenariat consistant. Et les différents acteurs y tablent depuis ce matin à Lomé. Et puis, les membres de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes sont officiellement installés. Ils auront la noble et lourde tâche d'œuvrer pour l'élimination de ces fléaux dans le pays. Et puis, en fin d'édition, vous découvrirez comment les Togolais expriment leur amour, leurs sentiments en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin. Voilà donc pour les titres. C'est parti pour un nouveau cadre de coopération entre le Togo et le système des Nations Unies. Le document vient d'être signé ce mardi entre les deux parties. Il va permettre au système des Nations Unies de concentrer ses interventions au Togo dans certains domaines clés, notamment la santé, l'éducation, la sécurité, les énergies et l'environnement. Le plan cadre va couvrir la période de 2023 à 2026. Les précisions dans ce reportage de Ekwi Salah. Développement durable 2023. Le Togo et le système des Nations Unies, désormais liés par un nouveau cadre de coopération. Le document signé ce mardi renforcera les actions des 8 agences sur les 4 prochaines années dans le pays. Leurs interventions seront plus collectives, cohérentes et intégrées aux priorités de développement du gouvernement en lien avec les objectifs de développement durable. Environ 150 milliards de francs CFA seront débloqués pour les différents secteurs ciblés. À travers la présente cérémonie, tous les signataires acceptent le contenu du cadre de coopération et s'engagent à œuvrer ensemble à la réalisation des résultats attendus, à savoir la participation des populations vulnérables à l'économie et aux fruits d'une croissance inclusive, résiliente et créatrice d'emplois décents. L'accès aux droits et à des services publics de qualité à tous les échelons géographiques. Et enfin, une gouvernance plus efficace et plus inclusive en vue de la sécurité et de la paix. Le document est la résultante d'une consultation intersectorielle et intergénérationnelle engagée depuis 2021. Tous les acteurs ont été impliqués dans son élaboration. Il est développé de manière à répondre aux priorités du Togo. Face aux nouveaux défis de l'heure imposés par la pandémie de la Covid-19, notre gouvernement a décidé de centrer les priorités d'action de développement dans une stratégie de mise en œuvre accélérée et ciblée pour faire du Togo, à l'horizon 2025, bien sûr, un pays en paix, une nation moderne, avec une croissance économique inclusive et durable. Le présent cadre de coopération va contribuer, j'en suis certaine, à la réalisation des ambitions de la feuille de route gouvernementale à travers les 3 priorités. La première, qui est de promouvoir une croissance plus inclusive, génératrice d'emplois et renforçant la résilience dans un environnement durable. La deuxième, qui est d'accompagner le relèvement du niveau de développement du capital humain, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et l'inclusion sociale. Et la troisième priorité, qui est de consolider la cohésion sociale par la promotion d'une gouvernance plus inclusive, efficace et redevable. À travers des interventions ciblées et coordonnées, ces 3 priorités vont produire des changements catalytiques et surtout bien réels et concrets au bénéfice des populations, et plus particulièrement les populations vulnérables, pour ne laisser personne de côté, conformément à la volonté du chef de l'État. Dans ces engagements, le système des Nations Unies va davantage accompagner le Togo dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.
Sur le terrain, le gouvernement est à pied d'œuvre. Des actions qui devront être renforcées grâce à ce nouveau cadre de coopération. La signature de ce nouveau cadre de coopération intervient aussi au moment où notre pays est la cible d'attaques terroristes dans sa partie septentrionale. Face à cette situation de crise, des mesures sécuritaires urgentes ont été prises et parallèlement des consultations ont été menées sur le terrain par le gouvernement sous l'impulsion et la conduite personnelle du chef de l'État. Nous avons recueilli et priorisé les besoins des populations de la zone cible et nous avons bâti le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience de la région des Savanes qui me soit permis de rendre un hommage vibrant au président de la République, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé, pour sa vision et son leadership éclairé dans le pilotage des actions de développement du pays et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'exécution des actions contenues dans le nouveau cadre de coopération va se faire dans une approche participative et inclusive. Le gouvernement, de son côté, réitère son engagement pour son bon aboutissement au bénéfice des populations. Et le Fonds mondial est sur le point d'accorder également au pays un nouveau financement, et ceci pour renforcer la lutte contre 3 maladies, le sida, la tuberculose et le paludisme. Et pour obtenir cette allocation, le Togo doit forcément présenter au conseil d'administration du fonds une note conceptuelle en mai prochain. Et justement pour cela, les acteurs de la santé, les membres du gouvernement et partenaires techniques et financiers sont réunis depuis ce matin pour cet exercice. Le compte rendu avec Carmen Madji Akako. Le système de santé du Togo se renforce au jour le jour. Le VIH-Sida, par exemple, est aujourd'hui bien maîtrisé. Plus de 80 000 personnes sous ARV. La transmission est considérablement réduite. Pour la tuberculose, 2500 personnes sont sous traitement et en ce qui concerne le paludisme, plus de 5 millions de personnes ont bénéficié de moustiquaires en 2020. De formidables avancées enregistrées grâce à l'appui du Fonds mondial qui accompagne le pays depuis 2002 dans la lutte contre ces 3 maladies. Le Togo connaît déjà un bon programme. Et on a une belle performance sur l'ensemble de ces 3 programmes. Mais cette fois-ci, il faut avoir des stratégies nouvelles, innovantes, et qui sont basées d'abord sur la performance de nos programmes nous-mêmes, et puis sur l'acte humain, et disons à peu près sur les nouvelles orientations. Pour la période 2023-2025, le Fonds mondial a annoncé l'octroi d'une enveloppe financière d'environ 113 millions d'euros, soit un peu plus de 74 milliards de francs CFA. Partenaires techniques et financiers, membres des institutions de la République et du gouvernement peaufinent les stratégies à même d'éradiquer ces épidémies. La nouvelle enveloppe du Fonds mondial pour le Togo va connaître une augmentation de 14% par rapport à l'allocation précédente. Le dialogue pays, c'est la période où tous les acteurs dans le pays, les autorités sanitaires, toutes les autorités dans le pays, mais également les communautés qui sont affectées par les 3 maladies et qui sont plus vulnérables à ces maladies, participent ensemble de l'analyse des défis et des lacunes dans la riposte du pays contre les 3 maladies. Et une fois qu'on a identifié ces lacunes, on va élaborer ensemble des stratégies pour véritablement surmonter ces goulots d'étranglement et atteindre nos résultats. Les perspectives de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme au Togo nécessitent une mobilisation optimale de toutes les parties prenantes et une synergie d'action. Pour le ministre des Infrastructures et des Transports, présidente du CCM, Country Coordinating Mechanism, l'enjeu pour l'élaboration de cette demande de financement est de taille. Je voudrais vous inviter à des discussions dans le cadre d'un dialogue ouvert et transparent, faisant intervenir un large éventail de parties prenantes dont les populations clés et vulnérables. Je souhaite pour ce dialogue un maximum d'échanges d'expériences, de savoir-faire et de réflexion pour mettre en lumière les questions essentielles liées au VIH-Sida, à la tuberculose et au paludisme dans notre pays. Le Togo veut atteindre les objectifs de développement durable ODD à travers la feuille de route gouvernementale 2020-2025.
Une feuille de route qui tire à sa source dans la vision du chef de l'État, Faure Zimnaya Singbe, qui est de faire du Togo à l'horizon 2030 un pays émergent pour le plein épanouissement et le bien-être des citoyens. Santé toujours avec cette préoccupation, comment se porte la branche de la neurochirurgie en Afrique subsaharienne et au Togo? Pas trop bien, et pour plusieurs raisons. Et il urge de trouver une solution au vu des défis sanitaires de l'heure. La Société togolaise de neurochirurgie a donc, durant 2 jours, réuni les spécialistes africains et occidentaux pour échanger sur la question. Le compte rendu avec Ulrich Amega. En Afrique subsaharienne et plus particulièrement au Togo, la pratique de la neurochirurgie dans les laboratoires fait face à des défis majeurs. On évoque la disponibilité des ressources humaines en santé de qualité, des infrastructures et équipements. Conséquence, incapacité pour les spécialistes en neurochirurgie de pouvoir servir convenablement les populations. Réunies à Lomé, les élites togolaises, africaines et occidentales en la matière partagent leurs expériences et connaissances. 2 jours de rencontres à l'actif de la Société togolaise de neurochirurgie pour faire l'état des lieux, se projeter afin de mieux exercer la profession. L'État peut créer un centre national qui prenne en charge des maladies neurologiques, neurochirurgicales, et qui soit un centre de référence. Mais des solutions, nous-mêmes, nous en avons pensé à un certain nombre. C'est des solutions d'organisation. Nous avons parlé de la formation. Et par rapport à la formation, nous devons nous mutualiser au niveau de la sous-région. Mais au niveau, par exemple, des réunions scientifiques, nous devons nous organiser pour optimiser en planifiant ces rencontres. Nous pensons qu'un partenariat privé-public également peut être nécessaire pour pouvoir se doter de ces différents équipements et infrastructures. Disposer des ressources nécessaires pouvant permettre de hisser la neurochirurgie togolaise au sommet de l'Afrique. Les défis sont énormes, mais face aux enjeux sanitaires de l'heure, le pouvoir public ne désarme pas. Vous faites très souvent face à la prise en charge d'accidents de la voie publique qui sont évitables. De quelle manière est-ce que vous pouvez contribuer à la sensibilisation pour réduire ce genre d'affection? De quelle manière est-ce que vous pouvez contribuer à réduire la survenue des maladies, des pathologies dégénératives que vous êtes appelés à prendre en charge? De la même manière aussi, les méthodes de prise en charge. De quelle manière est-ce que vous pouvez créer une autre manière de faire la neurochirurgie que celle que nous transmet la médecine moderne? Nous mettrons en œuvre le nécessaire, c'est-à-dire mettre en place un laboratoire au niveau de la faculté de la santé, doté de tout le matériel de simulation nécessaire pour que même les maladies en voie de disparition ou qui sont devenues rares, que les étudiants puissent vraiment les apprendre et ne pas donc perdre cette mémoire. Selon les statistiques, le nombre de neurochirurgiens par habitant en Afrique subsaharienne est de 1 pour 6 400 000 contre une ratio de 1 sur 200 000. Nécessité donc de mettre en place des actions plus concertées au bénéfice des populations. Et vers une normalisation des soins de traumatologie et d'orthopédie au Togo, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a convié plusieurs partenaires pour définir ensemble un plan stratégique sur la question. Il est question donc de renforcer les capacités des différentes structures sanitaires et d'améliorer ainsi le plateau technique pour mieux prendre en charge les blessés. Les précisions avec Sandra Aziagbe. Les pathologies musculo-squelettiques constituent un problème de santé publique aujourd'hui. Elles représentent une cause majeure de décès et d'invalidité permanente. Elles sont pour la plupart liées aux accidents de circulation. 0 séquelles de guérison, c'est le projet de l'État togolais. Un ambitieux projet donc pour améliorer le plateau technique de soins des blessés des services d'accueil des urgences traumatologiques. La traumatologie routière actuellement fait plus de victimes. Actuellement, nous l'appelons même l'épidémie silencieuse, qui tue, mais à bas bruit. Et souvent, c'est la couche active de la population, les jeunes. Et souvent, c'est des manques à gagner pour le peuple. Donc, cet atelier va permettre d'avoir des axes d'action pour améliorer la qualité des soins. Il y aura 4 grandes commissions qui seront mises en place,
depuis l'équipement jusqu'à la formation des chirurgiens traumatologues. Un blessé de la route puisse être, non seulement avoir sa vie qui soit sauvée, avoir une guérison complète à 100%, sans séquelles. Ce projet pays, amorcé depuis novembre 2022 au Togo, va être conjointement mené avec l'appui de la Fondation Association pour l'ostéosynthèse Alliance. Notre comité directeur nous a chargé de développer une initiative de pays au Togo, comme un peu on a dans certains pays anglophones de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les médecins, les intervenants de la santé, la sécurité publique, à améliorer la prise en charge des blessures musculo-squelettiques. Le Togo reste toujours frappé par cette épidémie silencieuse, pathologie musculo-squelettique, avec des décès, des blessés et des handicaps invalides. Pour bien mener ce projet de normalisation des soins en orthopédie traumatologie au Togo, un plan stratégique sera rédigé sur 3 ans. Il permettra de circonscrire tous les besoins et limiter les conséquences dramatiques de ces traumatismes. Dans la région des savanes, le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, est résolument engagé aux côtés du gouvernement pour le mieux-être et le bien-être sanitaire des communautés. Et les structures de santé sont donc dotées d'ambulances pour le transfert des cas d'urgence comme les femmes enceintes. Mais il s'est révélé que les frais de transport dépassent les capacités des populations. Face à la situation, l'UNFPA est allé à la rencontre des élus locaux de la région, histoire de susciter leur contribution dans la prise en charge de ces cas d'urgence. Le reportage est signé Gérard Lagoudou. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, en campagne de mobilisation des élus locaux en vue de susciter leur contribution dans le recouvrement des frais de transport des femmes enceintes vers les structures de référence pour des soins obstétricaux et néonatales d'urgence. À quoi vont servir les renforcements des plateaux techniques au niveau des hôpitaux et au niveau des ambulances qui sont dotées si les populations n'arrivent pas à en disposer à temps? Des restitutions périodiques sur le fonctionnement des maternités SONU ou des entretiens récents des maires avec les administrés, il en est ressorti que les ambulances sont très peu utilisées. C'est justement pour pallier à ce besoin que le forum actuel trouve toute sa raison. Et donc ce forum est une occasion de main tendue de l'administration sanitaire de la région pour votre participation à la réflexion sur comment faire fonctionner les ambulances sans faire payer ou recouvrer totalement les dépenses par les bénéficiaires qui sont vos administrés. Mon institution prêtera toujours une oreille attentive aux requêtes du gouvernement togolais lorsqu'il s'agira d'appuyer le processus d'amélioration continue de la disponibilité et de la qualité des services en soins de santé. Au Togo, des efforts sont faits ces dernières années dans la prise en charge de la femme enceinte et du nouveau-né. En témoignent les programmes Karma, Takeda pour garantir un accès à des soins de santé maternelle et néonatale de qualité pendant la pandémie de la COVID-19 et tout récemment le programme Wezo. La présente mobilisation des élus locaux et des représentants du pouvoir central est bien appréciée par le ministère en charge de la Santé. Le projet est en parfaite adéquation avec les priorités inscrites dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et dans le programme d'urgence pour la région des Savanes. À ce jour, 7 ambulances sont disponibles et fonctionnelles dans la région, mais le gap est assez grand. Même si disponibles, ces ambulances sont peu, voire non utilisées du fait de leur coût élevé. Chacun de nous a un rôle à jouer, car la question de la santé de la mère du nouveau-né est fondamentale pour le développement de nos communautés. Permettez-moi, au nom du ministre en charge de la Santé et du gouvernement togolais, de réitérer nos remerciements à Madame la représentante résidente de l'UNFPA au Togo, dont le leadership a permis de faire du Togo l'un des pays pionniers dans cet important projet. La présente initiative a été rendue possible grâce aux ressources additionnelles dont l'UNFPA a bénéficié auprès de la firme Takeda. Le même projet prend également en compte 2 autres pays dans la sous-région.
Je vous le disais en titre, la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes vient d'être installée à Lomé. Les 13 membres ont été investis ce jour par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. Et le Togo renforce ainsi ses stratégies de lutte contre le phénomène de la traite des personnes et répond ainsi à ses engagements vis-à-vis des institutions internationales et régionales. Les précisions dans ce reportage de Isaka Aruna. Ils viennent essentiellement des services sociaux de l'État et de la société civile togolaise. Ils siègent désormais à la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Après leur nomination par arrêté interministériel, ils sont ici renvoyés officiellement à leurs fonctions. Chaque année, au moins 2 millions de personnes sont victimes de traite des personnes dans le monde. Particulièrement pour notre pays, ce n'est pas aujourd'hui que le Togo a commencé sa lutte et la lutte a permis de réduire pour le moment le phénomène dans notre pays. Il existe, mais il n'est pas aussi très grand. L'acte qui vient d'être posé permettra de le réduire suffisamment pour répondre à même au niveau international dans le système de protection des personnes. La lutte, elle doit être menée en synergie aussi bien par le gouvernement que par la société civile. La traite des personnes découle des trafics des êtres humains. Classé au 3e rang mondial après ceux de la drogue et des armes, le phénomène porte atteinte aux droits humains fondamentaux. La mise en place de cette commission vient ainsi renforcer les multiples actions du gouvernement en faveur de l'élimination du phénomène au Togo. Le gouvernement, sensible au danger que représente le phénomène de la traite, a pris d'importantes mesures de protection, de sensibilisation et de formation, notamment la création de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion sociale des enfants victimes de la traite, la mise en place des comités locaux de surveillance, le renforcement des capacités des autorités de répression et la mise en place au sein du ministère de la Justice d'une cellule de lutte contre la traite des personnes. Malgré tous ces efforts, des défis subsistent. Ils concernent aussi bien la coordination et le suivi des interventions que la prise en charge holistique des victimes et la répression des auteurs et des complices. Je reste convaincu que votre participation au sein de cette commission sera pleinement à la hauteur de la confiance placée en vous par le président de la République. Ce pas décisif du gouvernement est soutenu par l'ambassade de France au Togo à travers l'appui technique et financier des Expertise France. Les membres de la commission siègent pour un mandat de 3 ans. Les comités locaux de paix de la région des Savanes ont été formés ce mardi, mais à Lomé, sur les techniques ou les stratégies d'écoute des communautés victimes de cas d'extrémisme violent. Il s'agit à travers ces comités d'apporter une assistance psychologique adéquate aux victimes de ces fléaux dans le nord du Nord Togo. Les précisions dans ce reportage de Clarisse Atikler. Une cinquantaine de membres des comités locaux de paix de la région des Savanes s'approprient les techniques et stratégies d'écoute des communautés victimes de l'extrémisme violent. Selon le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, leur rôle s'avère déterminant pour la préservation de la paix et la cohésion sociale dans cette région en proie à des attaques terroristes. Nous faisons l'éveil, nous anticipons les conflits et nous signalons et nous faisons aussi l'alerte précoce des conflits que nous avons dans notre région. Vraiment, nous sommes aux aguets, nous sommes à l'écoute. Donc cette formation va nous apporter beaucoup de choses. Et surtout nous renforcer sur le sens d'écoute et les techniques. La lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme intéresse au plus haut niveau les autorités togolaises, notamment le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Les comités locaux de paix sont appelés à apporter leur contribution pour la défense de l'intégrité du territoire. Contrairement à bien de pays, le Togo a très tôt pris la mesure de ce mal qui endeuille notre sous-région. Dans cet esprit et sous le leadership du chef de l'État, notre pays s'est doté par anticipation de plusieurs mécanismes susceptibles de lui permettre de prévenir cette menace. La refondation des forces de défense et de sécurité en 2014,
la mise en place de l'opération Kondiouaré en 2018 et la création en 2019 du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent faisaient partie de la panoplie des mesures qui ont permis pendant longtemps de mettre notre pays à l'abri des actions violentes des groupes extrémistes. Que nous tenons à remercier le Hachkroum et sa présidente, initiateur de cet atelier de renforcement des capacités sur la lancinante problématique de l'extrémisme violent qui agite non seulement notre pays, mais aussi l'ensemble de notre sous-région, voire le continent africain tout entier. Face aux attaques terroristes que connaît la région des Savanes, le Hachkroun veut aider les victimes à surmonter les traumatismes et les comités locaux de paix ont le profil idéal. Les CLP étant des structures qui œuvrent pour la paix dans leur région, ils sont nos relais de Hachkroun dans toutes les régions, dans tout le Togo. C'est à bon droit que nous nous sommes adressés à eux. On veut préparer nos relais qui vont préparer le terrain pour que nous puissions mener également nos activités. À cet effet, nous avons invité des conférenciers, des experts de CIPLEV, ce que nous appelons des médecins psychologues de l'ONG M Afrique qui sont nos partenaires pour les entretenir des techniques d'écoute, de comment aborder les populations aujourd'hui victimes de cet extrémisme violent. Depuis cette tribune, le Hachkroun lance un appel à l'unité et à la mise en relief de la tolérance religieuse pour un bon vivre ensemble sur la terre de nos aïeux. Le ministre des Armées porte à la connaissance du public qu'un concours de recrutement des élèves officiers, médecins, pharmaciens, vétérinaires, odontostomatologues de l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles est ouvert aux jeunes gens des deux sexes. Le concours se déroulera les mardis 6 et mercredi 7 juin 2023 au lycée de Tocoin, à la Colombe de la Paix, dans le secteur de la Colombe de la Paix, à Lomé, à partir de 6h30. Les détails relatifs au concours sont publiés dans le quotidien national Togo Presse et est disponible sur le portail web du ministère des Armées à l'adresse suivante, le www.defense.gouv.tg. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo poursuit sa nouvelle campagne d'achat des céréales auprès des producteurs. Dans la région de l'Akara, après la Bina, d'Ofelgou et l'Akéran, l'ANSAT a effectué également des prélèvements à Kabou, dans le Bassar, et à Tanyamboul, dans la préfecture de Dangpen. Voyons cela avec la correspondance sur place de Nestor Mozo. Yemba Oubou porte bien son titre de gros producteur de Tanyamboul dans la préfecture de Dangpen. Le maïs stocké dans ce magasin est le fruit de son travail. Ce n'est qu'une partie de la récolte qui se trouve dans le magasin. Le reste, non décortiqué, est encore au champ. Yemba Obo est aussi producteur de riz. Pour cette opération de prélèvement, il a déclaré à l'ANSAT 40 tonnes de maïs et 20 tonnes de riz paddy pour une valeur de 10 800 000 francs CFA. Yemba Obo est très reconnaissant vis-à-vis de l'ANSAT en particulier et du gouvernement en général pour les différents appuis qu'il a obtenus. Je suis très content par rapport au soutien que l'ANSAT m'apporte. J'ai pu réaliser ce nombre de tonnages grâce à la fourniture des intrants, de l'engrais que l'ANSAT m'apporte. Et aussi bien si j'ai besoin de vendre mes produits comme ça, je n'ai pas de difficulté. Aussitôt que j'appelle l'ANSAT, ils répondent vite, ils achètent pour que je puisse gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins. J'ai pu construire une maison en dur en ville, c'est grâce au soutien de l'ANSAT. J'ai pu payer 2 tracteurs qui m'aident à faire mes travaux agricoles, donc c'est grâce aussi à l'ANSAT. J'ai pu maintenant acheter un véhicule personnel. Donc je suis très content, je nourris paisiblement ma famille, je n'ai pas de problème. Autre étape de l'opération d'achat de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, celle de Kabou, dans la préfecture de Bassar. Ici, l'ANSAT a pris rendez-vous avec la coopérative Nyemboul, qui lui a promis 60 tonnes de maïs blanc. Dans les échanges, les producteurs ont fait des témoignages sur l'accompagnement qu'ils ont obtenu de la part de l'ANSAT et sur ce qu'ils tirent de l'agriculture. Nous avons vendu aujourd'hui 60 tonnes. Ça fait 11 400 000 francs. Grâce à l'ANSAT, nous avons pu aussi produire ce que nous lui vendons. Je m'explique. C'est lui qui nous a fait des aides en matière d'intrants. Au moment où on était vraiment dans des situations où on ne pouvait même pas tourner ni à gauche ni à droite, grâce à l'ANSAT,
nous avons fait beaucoup de pas en avant. Moi, j'ai bien construit. Vous allez chez moi, le DG peut en témoigner. J'ai payé une voiture. J'ai envoyé 3 de mes enfants à l'extérieur. Il y a une qui est en France. Il y a l'autre qui est en Côte d'Ivoire. Elle se prépare même pour aller en Belgique. Ça, c'est grâce à l'ANSAT. Il y a l'autre qui est en Turquie. Nous commençons même par être réalistes par rapport à ce que l'agriculture procure à son bonhomme. C'est pour dire au chef de l'État, merci infiniment. L'ANSAT exhorte les producteurs qui n'ont pas encore déclaré leurs excédents à le faire auprès de cette direction régionale afin que des dispositions soient prises pour la collecte. Elle a aussi abordé des sujets comme la gestion des stocks, l'interdiction de l'exportation des produits de grande consommation sans autorisation, l'avantage que représente le regroupement des exploitations agricoles et la collaboration qui doit exister entre population et forces de défense et de sécurité pour lutter efficacement contre le phénomène du djihadisme. La commune de Cloto a élaboré un plan d'action quinquennal pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat. Le plan d'action sera lancé officiellement le 17 février prochain à Palimé. Il s'agit ainsi de permettre de mettre en place des stratégies adéquates pour une meilleure adaptation au changement climatique dans la zone. Et bien avant le lancement, le 17 février prochain, donc, les hommes de médias, les journalistes l'ont découvert à travers une conférence de presse animée par les premiers responsables de la commune. Le compte rendu avec Silver Abdou. La commune Cloto 1, dans une démarche participative, la mise en œuvre du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat, PAEDC. Ce plan quinquennal est ici porté à la connaissance des professionnels des médias pour leur permettre de savoir les tenants et les aboutissants, s'enquérir de comment ce plan sera exécuté, mis en œuvre, en vue de susciter leur implication effective dans ce sens. Un plan pour mieux orienter les actions des communautés en matière d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Tout le monde est secoué au jour d'aujourd'hui. Et il est question donc de créer des forêts urbaines au sein de nos populations pour essayer d'atténuer la chaleur. C'est ça l'un des aspects de l'atténuation des effets climatiques. La région de Cloto est une région agricole. L'introduction de nouvelles variétés pour créer l'agroécologie, des plantes qui peuvent résister donc au changement climatique et apporter donc une plus-value à la filière café-cacao. Ce plan d'action sera lancé le 17 février prochain. Un engagement des autorités communales pour mieux protéger les populations contre les effets au changement climatique, mais aussi leur faciliter un accès aux sources d'énergie propres pour s'inscrire dans une démarche de développement. Avec ce plan, c'est également contribuer à l'assainissement pour garantir un environnement sain et propre dans la commune. Notre projet, toutes les rues de Palimé doivent entièrement reboiser. On va essayer donc de passer à des plans bien précis dans les quartiers. Le comportement doit changer. On ne doit plus verser de l'eau n'importe comment. On doit déboucher les caniveaux. On doit reboiser les rues. On doit balayer les rues. Et demander donc aux riverains, si tu as 1 ou 2 arbres devant ta maison, tu dois l'arroser. Ça va donner de l'ombre au moins aux passants. Et ça va atténuer les changements climatiques dans notre ville. Ce plan entend proposer une solution adaptée et concertée au phénomène du changement climatique et surtout mieux répondre aux défis énergétiques dont fait face la communauté de Cloto et partant de la région. Hors du Togo, en bref, au Nigeria, on se prépare pour les élections générales le 25 février prochain. L'Union africaine annonce vouloir renvoyer près de 90 observateurs dans le pays. Ils seront chargés donc de surveiller et de noter tout le processus. L'idée donc sera, et le souhait donc de l'Union africaine est de voir ce processus se dérouler dans de meilleures conditions. Retour en page nationale, aujourd'hui 14 février, c'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour un peu partout dans le monde. Et au Togo, ici et là, chacun la célèbre à sa façon. Petit cadeau, petite attention, mariés, fiancés, copains, copines, tous expriment à leur manière leur amour et ceci pour raviver encore une fois la flamme de l'amour. Mais comment justement les Togolais expriment-ils leur amour ? En ce jour de la Saint-Valentin, la rédaction de la télévision togolaise a promené son micro et les Togolais se prononcent. Ils sont au micro de Solange Amandé. J'exprime ma joie avec mon partenaire parce qu'aujourd'hui c'est Saint-Valentin. Je vais l'embrasser. On va sourire, causer
Je peux leur offrir au moins une fleur. Ouais. Ouais. L'amour, c'est tous les jours, mais spécialement aujourd'hui. Je lui ai acheté des baskets et une chemise. Ce soir, on va sortir en ville quelque part. Bon, juste pour l'exprimer mon amour comme ça. Je l'exprime très bien en l'achetant des cadeaux. Un bon collier. Bon, pour nous deux, pour ce soir, j'ai prévu la faire sortir, l'amener dans un petit resto et causer un peu avec elle concernant notre couple. Généralement, pour cette fête, bon, on a l'habitude de faire de petits cadeaux, des petites fleurs. Bon, on n'a pas besoin de faire grandes choses quand même, mais on peut faire de simples choses pour témoigner cela à la femme ou bien à sa partenaire. Bon, spécialement, bon, une sortie, discuter pour consolider notre relation. Voilà donc comment les Togolais expriment leur amour. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez encore les jours à venir pour déclarer votre flamme à votre bien-aimé. Et pour finir, ce communiqué de Togocom à l'endroit des clients exploitant la ligne fibre Togocom à des fins commerciales autres que l'usage domestique prévu dans les conditions particulières des offres telles que Wi-Fi Zone. Il nous a été donné de constater que certains clients fibre Togocom ayant souscrit aux offres fibre pour un usage domestique se livrent à l'exploitation des activités illicites de Wi-Fi Zone à des fins commerciales. Conformément à l'article 9.2 relatif à la suspension du contrat qui stipule que, je cite, Togo Télécom se réserve le droit de limiter ou de suspendre la fourniture de ses services en cas de non-paiement ou d'utilisation contrevenant à un usage privé dans le cadre familial. L'opérateur se voit dans l'obligation de désactiver les lignes fibres concernées pour non-respect de l'article 3 des conditions particulières des offres d'accès à Internet haut débit et très haut débit selon lequel, je cite, les offres résidentielles d'accès Internet haut débit et très haut débit sont exclusivement réservées à usage privé dans le cercle familial. L'opérateur tient donc à rappeler à ses clients fibres que les offres fibres sont exclusivement destinées à un usage domestique dans le cercle familial, tout contrevenant à l'usage dédié ou au non-respect des clauses, des conditions particulières d'accès qui s'exposent à une donc des lignes à une sanction. Le groupe Togocom, à travers ses filiales, assure aujourd'hui la couverture fibre dans les 5 régions du Togo et continue d'avancer afin de hisser le Togo parmi les pays de référence en matière de digitalisation et de qualité de service selon les objectifs assignés par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Voilà donc ce communiqué donc de la direction générale de Togocom et c'est par ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.